On va passer un tout petit peu plus d'une heure ensemble ici pour aborder les TCA de mille et une manières différentes. On reverra quelques témoignages, on reverra aussi quelques scénettes. Et puis, avant de vous présenter un tout petit peu plus sérieusement, je vais vous demander à l'un et à l'autre comment vous avez reçu et perçu d'abord le témoignage du papa que j'ai lu, le témoignage de la jeune fille qui nous parlait de ses états, et puis, bien sûr, de la scénette qu'on a découvert, parce que les trois manières d'aborder effectivement les TCA vont nous permettre d'avoir des échanges tout l'après-midi sur comment on reconnaît des signaux, comment on parle vraiment des TCA, et puis, eh bien, comment on les aborde et comment on en parle avec les patients. Alors, Camille, Nicolas, lequel commence ? De toute manière, vous pouvez vous couper la parole, on a le droit aussi. Ok. Bon, merci. Je suis très ravi d'abord d'être ici avec vous. Ravi d'avoir eu cette idée l'année dernière de vous avez suggéré de faire un congrès. Apparemment, ça marche super bien. Donc, bravo, félicitations. Et comptez sur moi pour les autres années. Donc, je reviendrai avec grand plaisir. Je suis ravi aussi d'intervenir avec Camille. En effet, un peu une sorte de passation de génération maintenant, comme je dis. Parce que moi, j'ai été formé en 2007. Et c'est un peu pour rebondir sur les deux témoignages que j'ai entendus. Ben, forcément, depuis 2007, j'en ai entendu des histoires. J'en ai vécu aussi des drames et qui font que ce qui m'a toujours animé d'une manière générale à travailler dans les TCA, c'est de faire changer les choses et de motiver les professionnels à s'occuper de ces patients-là et surtout de s'occuper des familles qui sont en souffrance énorme. Bien sûr, c'est des petits témoignages comparés à la réalité et la triste réalité qu'on peut vivre au quotidien, aussi bien en libéral qu'au CHU. Donc, c'est du quotidien. Peut-être c'est des découvertes pour vous. Juste soyez là, apprenez beaucoup de tout ce qu'on peut vous raconter, venez nous solliciter après parce qu'on a beaucoup à échanger et à vous motiver pour modifier les choses, parce que c'est quand même un pur bonheur de voir les petites patientes qui vont de mieux en mieux et qui vous envoient des photos de leur échographie en vous disant que ça y est, elles sont mamans. Donc ça, c'est un peu le privilège que j'ai depuis peu. Super, ça c'est super. Camille, donc les témoignages qu'on a vus, entendus et reçus de la part de Jean-Loup et d'Aldeïde. Ah, ça c'était hyper intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. Parce que je pense que c'est important aussi d'en parler avec un peu de légèreté de ces troubles qui sont malheureusement des maladies qui sont gravissimes et qui impactent tout le système autour, la famille, la personne bien sûr qui est la première impactée, et pouvoir un petit peu prendre du recul, un petit peu de hauteur et dédramatiser un petit peu certaines choses pour pouvoir mieux les comprendre, mieux en parler, libérer un peu la parole sur ces sujets-là, déstigmatiser aussi les choses. Je pense que c'est un regard qui est important aujourd'hui d'avoir en parallèle de témoignages et de regards professionnels, parce que c'est cet ensemble-là qui nous permet de mieux comprendre et d'avoir accès vraiment à toute la complexité de ces maladies. D'accord. Alors justement, là on parle faire savoir, faire connaître différemment, déstigmatiser aussi. Vous êtes, et ça va être l'occasion pour moi de vous présenter un tout petit peu plus précisément, même si beaucoup de gens ici sans doute vous connaissent déjà, des pros de la communication, ou en tous les cas de l'information, de la vulgarisation sur les TCA. Camille, vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont un dernier qui est consultable ici et commandable aussi. D'ailleurs, on nous l'a dit, juste nous parler effectivement de toutes ces démarches pour vulgariser ces TCA et les faire mieux appréhender, à la fois par les soignants qui se trouvent ici, mais aussi par les proches de personnes susceptiblement touchées. Je vous laisse commencer. Allez. Écoutez, moi, j'ai commencé à être un petit peu sur les réseaux sociaux, principalement en 2020, au moment du confinement. Ça a été une période assez difficile pour tout le monde, mais particulièrement pour les patients aussi qui souffraient de troubles alimentaires et tous les jeunes qui se sont retrouvés au domicile, enfermés chez eux avec une multitude de messages via les médias, via les réseaux sociaux qui, malheureusement, ont peut-être appuyé sur des vulnérabilités et ont déclenché, aggravé des symptômes alimentaires, des troubles alimentaires existants.
Et j'ai eu énormément de conversations en fait avec des patients sur la désinformation qu'on pouvait avoir, sur les messages qui étaient véhiculés qui pouvaient engendrer de fausses croyances, sur les troubles alimentaires qui étaient mal désignés, mal caractérisés, dont on connaissait pas suffisamment les critères, les conséquences et dont on connaissait pas suffisamment non plus les façons de pouvoir aller vers les soins. Et en fait, à partir de là, j'ai voulu du coup apporter une information. Alors, je suis pas une experte en communication, mais effectivement, j'essaye une experte en TCA. Je me suis spécialisée dans les TCA, effectivement. Et j'ai essayé de vulgariser au maximum, du coup, autour des troubles alimentaires et aussi autour globalement de tous les messages qui peuvent influencer le déclenchement, la vulnérabilité aux troubles alimentaires. Et c'est en ça que j'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux sociaux, sur le compte doc.tca. Et encore aujourd'hui, j'essaye de m'améliorer au quotidien pour vulgariser des sujets, les maladies, les prises en soins qu'il y a autour de ces maladies, les comportements à avoir pour les proches, pour les soignants, enfin voilà, c'est un ensemble de choses. Des choses dont on va parler justement cet après-midi. Vous, Nicolas, quelle autre approche justement en termes d'information et de vulgarisation vous avez ? Mais c'est une histoire de territoire, c'est-à-dire que le combat il est inégal. On est face à des réseaux sociaux qui publient des informations avec des coachs, avec des pratiques non professionnelles qui existent sur ces réseaux sociaux. À l'époque, quand j'avais commencé le compte, pareil comme toi Camille, d'être sur les réseaux sociaux, c'était essayer de contrebalancer les choses. Mais c'est quasiment impossible quand vous avez des comptes de coachs sportifs qui ont 200 000 abonnés. Oui, bien sûr. C'est une goutte d'eau. Mais je crois que ça fait des années que je dis il faut qu'on soit sur les réseaux TCA. On est l'association des spécialistes, la FFAB, depuis longtemps, on s'engage dans beaucoup de choses. C'est vrai que c'est pas évident de faire bouger les choses, et puis il faut avoir une dimension, quelque chose de commun. Mais c'était surtout pour exister à un endroit où il y avait déjà du combat, où on était déjà perdu d'avance. Et il fallait qu'on commence à exister de plus en plus sur ces réseaux. Ça a créé de l'engouement. Il y a beaucoup de choses qui se sont créées, donc c'est plutôt pas mal. Mais on est infinitésimal face à l'ampleur et des discours qui existent sur les réseaux sociaux, malheureusement. Comme à l'époque, tu as dit, j'étais à la télé, le seul intérêt de passer à la télé, c'est de donner de l'information globale et dire, attendez, en fait, on sait un peu faire quand même les TCA, on sait quand même un peu soigner. Là, il y a d'autres difficultés pour pouvoir soigner, mais il y a des choses qui existent. Essayer d'aller plus rapidement dans des lieux spécialisés, voir des gens spécialistes pour pouvoir sortir plus vite de cette pathologie. Alors Camille, juste rappeler, parce que je vous ai présenté, tout le monde connaît votre nom, etc., mais votre parcours, et Nicolas aussi, donc vous êtes de formation psychiatre, vous êtes spécialisé en TCA, autour des TCA, fait d'autres DU, nous dire un tout petit peu votre parcours avant, sans que ça soit la totalité, ça va sans dire, mais justement, pourquoi je vous pose cette question, c'est que quand tout à l'heure, on va voir au niveau régional, au niveau local, les personnes qui œuvrent au quotidien pour soigner, en tous les cas, ou accompagner, en tous les cas, c'est la pluridisciplinarité qui est évoquée très souvent. Et vous-même, vous avez des formations, je dirais, déjà pluridisciplinaires. En tous les cas, c'est l'effet que ça m'a fait. Nicolas, toi, effectivement, d'accord, tu es diététicien, mais tu as fait de la philo, tu as d'autres formations. Camille, vous avez cette formation de psychiatre avec les TCA. Nous dire, en fait, l'importance de la diversité, finalement, de ces savoirs qui, à un moment, se rencontrent. Je crois que c'est une pathologie, de toute façon, qui nous pousse à toujours redéfinir de nouveaux outils, de nouvelles façons de penser pour pouvoir les aider. C'est pas qu'il n'y a pas de règle établie, bien sûr, il y a des choses qu'il faut mettre en place, qu'on apprend dans les DU, TCA, dans les formations, mais ensuite, c'est une pathologie qui nous pousse à toujours aller faire ce pas de côté pour pouvoir proposer un nouvel outil, proposer un autre regard sur la problématique. Ça, on ne l'apprend pas, on l'apprend avec, pas de la manière générale, je dirais, on va l'apprendre avec d'autres DU, d'autres formations connexes à tout ce qu'on fait, qui nous permettent d'élargir nos champs de compétences. Mmh. Et de ce fait, vous allez, en tant que diète, j'ai fait aussi de la psycho, et j'ai fait d'autres choses, et puis maintenant, on sait qu'on a tous les psychos, les psychiatres qui ont de la formation en nutrition, et en fait, on est
pas presque interchangeables, mais on a aussi des compétences qui se sont élargies. Donc obligatoirement, ça se regroupe à un moment donné, et puis on parle tous d'une même voix parce qu'on a les mêmes formations, même si elles sont très larges. Donc c'est ce qui est plutôt pratique et c'est ce qui est plutôt intéressant. Camille. Oui, je te rejoins complètement. C'est au fur et à mesure de ma formation. Moi, au début, effectivement, j'étais psychiatre et puis j'ai fait un diplôme complémentaire d'addictologie puisque à l'époque j'étais à Lille et c'était les troubles alimentaires étaient pris en soin du coup en addicto. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure, et encore aujourd'hui, j'apprends tous les jours des autres spécialités, des diététiciens, des médecins nutritionnistes. Je travaille dans un service de nutrition et le fait d'avoir un regard vraiment global, avec une meilleure compréhension aussi des autres domaines d'activité autour de ces pathologies qui sont très complexes parce qu'elles ne touchent pas uniquement la psychiatrie ou uniquement la diététique, c'est vraiment un ensemble de points à travailler. Plus on va avoir de connaissances aussi et mieux on va agir ensemble. Et c'est une maladie pour laquelle on a besoin de coordonner les soins, ça c'est hyper important, et d'avoir chacun un petit peu sa base d'action. Et si tout le monde comprend ce que l'autre fait, eh ben c'est beaucoup plus simple d'amener le patient à y adhérer aussi. Alors, je vous disais en commençant, on va passer un peu plus d'une heure ensemble. Il y aura un temps dédié à vos questions, bien sûr, avant une petite pause. Comprendre les TCA, je vais vous poser quelques questions. Sont sans doute pas suffisantes pour aller plus loin, mais vous abonderez, ça va sans dire. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un trouble du comportement alimentaire? C'est quoi? Alors, les troubles des conduites alimentaires, parce que maintenant on dit plus conduite, mais bon, c'est pas très, très important, mais on parle plus de conduite alimentaire que de comportement alimentaire, même si c'est très utilisé. J'embête mon monde. Ah non, pas du tout. Non, c'est juste que, en fait, il le faut comportement. S'adapter à l'actualité. Ouais, c'est ça. C'est le retour en arrière? Ah bah, tu vas pouvoir plus en parler que moi alors. Parce que moi, j'ai appris comportement et ensuite, on m'a dit « Ah non, il faut parler de conduite ». Et effectivement, ça fait plus sens de parler de conduite, je trouve, parce qu'il n'y a pas que le rapport à l'alimentation, que le comportement vis-à-vis de l'alimentation, que le poids, les symptômes physiques. Il y a vraiment un ensemble, finalement, de symptômes qu'il y a derrière les troubles alimentaires, aussi bien dans les pensées que dans les émotions, que dans les mécanismes, les schémas. Enfin, voilà, il y a énormément de choses et ça englobe plus l'ensemble des symptômes de parler de conduite que de comportement. Voilà. D'accord. Nicolas, alors justement, la réaction par rapport à ça. Conduite, comportement. Oui, non, c'est un retour en arrière parce qu'on avait déjà ces réflexions à l'époque et puis il y a eu quand même des approches comportementales qui ont pris un peu le dessus. Puis il y a parfois le mélange un peu des termes entre les Anglais et les Français. Et du coup, le comportement a pris le dessus, mais les conduites, c'était ce qui se parlait à l'époque. Moi, je parle comme un vieux maintenant, mais j'étais formé en 2006 et on parlait déjà de conduite à l'époque et on était en train de migrer de la conduite vers le comportement. Et puis, tu vois, aujourd'hui, on revient sur le mot de conduite. Est-ce que c'est vraiment très grave entre conduite et comportement? C'est pas très grave. À moins que derrière, vous-même, vous y mettiez quelque chose d'à ce point identifiable que ça soit effectivement ce que gênant. j'observe, ce qui me gênait dans le mot de comportement, c'était que, et là c'est le philosophe qui parle, c'est l'intentionnalité qui n'était jamais exprimée tout le temps dans le comportement. C'est-à-dire que faire quelque chose, ça peut être bien, on peut juger quelqu'un sur son acte, et malheureusement on ne connaît pas l'intentionnalité de son acte. C'est du La Rochefoucauld dans le texte. Donc l'intentionnalité, moi, m'importait toujours dans ce que décrivent les patients, dans leur comportement, ce qu'a décrit Jeanne sur la notion de maîtrise, de contrôle. Ok, tu fais ça, on a compris que tu avais ce comportement, mais en fait, c'est quoi l'idée derrière? Qu'est-ce que tu vas chercher derrière cette idée de contrôle? Donc, c'était de s'intéresser, surtout, pour moi, à l'intentionnalité, et on ne pouvait pas s'arrêter qu'au comportement. Voilà la petite subtilité, mais je fais mon chien de philosophe. Ouais, ça vient lutter en fait contre aussi une idée reçue, un préjugé qui est fréquent dans les troubles alimentaires, que ce serait juste un problème d'alimentation. Et en fait, non. On va beaucoup en parler, mais c'est absolument pas juste un problème d'alimentation, de contrôle alimentaire ou de perte de contrôle alimentaire. Ça va bien au-delà de ça, et le comportement, c'est un symptôme parmi d'autres. Alors justement, comment ils naissent, ces troubles? Est-ce qu'on peut en parler ou c'est une question trop C'est une question hyper large. vaste. Moi, j'aime bien utiliser une image souvent en cours ou pour expliquer assez simplement comment ça peut se développer. C'est que les troubles alimentaires, donc, ce sont des maladies psychiatriques qui sont vraiment multifactorielles. Et il faut vraiment imaginer qu'il y a un terreau
plus ou moins fertile au développement de ces troubles, qui va évoluer au fil du temps et qui va plus ou moins se fertiliser, on va dire, être de plus en plus fertile. Et parmi ces facteurs, dans Sotero, on va mettre les facteurs de vulnérabilité. Ces facteurs de vulnérabilité qui peuvent être l'insatisfaction corporelle, le fait d'avoir une estime de soi qui est très, très diminuée, le fait d'avoir vécu du harcèlement, des traumatismes, d'autres troubles psychiques, voilà, on peut mettre plein de choses dedans, va rencontrer à un moment donné un facteur déclenchant, ça va être une graine ou plusieurs graines, même des fois il y a plusieurs facteurs déclenchants, qui va initier les symptômes qui vont ensuite permettre le développement du trouble alimentaire. Et donc dans ces facteurs déclenchants, un des plus fréquents finalement qu'on va retrouver aujourd'hui, ce sont les régimes restrictifs. Le fait de mettre en place un régime pour perdre du poids ou un régime alimentaire particulier pour optimiser son alimentation, va être un facteur potentiellement déclenchant dans un contexte de vulnérabilité de troubles alimentaires. Et ensuite, à ça, on ajoute tout le soleil, l'eau, qui va faire que la graine va pouvoir se développer dans ce terreau. Et ça va être tout ce qu'on appelle les facteurs de maintien de ces symptômes alimentaires qu'on pourrait représenter, par exemple, par le fait d'être valorisé par la société, par ses proches, sur le fait qu'on contrôle son alimentation, qu'on a perdu du poids, que ça te va bien d'avoir perdu du poids, on a l'impression que tu te reprends en main, c'est chouette, ça se passe bien pour toi, d'avoir un regard qui change vis-à-vis de soi grâce aux symptômes quelque part, ou alors même un regard de soi vis-à-vis de soi qui est plus positif, avec potentiellement une meilleure confiance en soi parce qu'on reprend le contrôle sur quelque chose, une amélioration de symptômes dépressifs ou ce genre de choses. Donc voilà, il y a vraiment 3 facteurs qui vont interagir ensemble, les facteurs de vulnérabilité, les facteurs déclenchants et les facteurs de maintien. Nicolas, je rajouterai que le sport désormais qui est quand même très surprenant, où on voit maintenant beaucoup de jeunes qui vont dans les salles de sport, chose que on n'a pas connu. À mon époque, c'était pas personne n'allait dans les salles de sport. Toujours pas. Voilà. Et du coup, je trouve qu'aujourd'hui, le monde du sport et la pratique sportive, mais comme tu l'as dit, on a parlé beaucoup du Covid aussi, et on a surtout dit aux gens, attention, vous allez devenir gros si vous restez à la maison, etc. Donc ça a projeté beaucoup de personnes dans la pratique sportive. Et on sait aussi que dans le milieu du sport, les pratiques alimentaires sont très particulières. Il y a ce coaching qui est sous-jacent. Et forcément, on rajoute de l'engrais en permanence. Donc ça peut que bien germer. Alors, on a abordé, là, effectivement, les troubles alimentaires, mais finalement, on ne les a pas nommés. C'est quoi ces différents troubles ? Est-ce qu'ils changent ? Est-ce qu'ils évoluent ? Est-ce que l'un prend la place de l'autre ? Est-ce qu'on peut effectivement parler des différentes formes ? Il y a les trucs, les formes classiques, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie boulimique. On va se retrouver aussi avec les différents troubles associés comme les ARFID. On va retrouver certains types de méricisme. On va trouver, que j'ai oublié, lequel ? Le pica. Mais c'est les troubles alimentaires dans lesquels, en fait, ce qui nous intéresse principalement, ce qu'on voit en consultation la plupart du temps, c'est qu'il y a une dynamique par rapport à l'image du corps, dynamique par rapport au poids, chose qu'on ne va pas retrouver dans d'autres pathologies comme le méricisme, comme le pica, comme les ARFID, où il ne va pas avoir une personne qui va être focalisée sur le désir de modifier son image du corps et son poids. Donc, ceux qu'on voit le plus en consultation, c'est l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Est-ce que c'est clair, l'ARFID, pour tout le monde ? Ah, voilà, c'est un peu... Alors, merci de poser la question, parce que j'allais la poser. J'allais dire, bon, alors moi, je veux bien. Alors, c'est normal, je ne suis pas un professionnel de la santé, je ne suis qu'un piètre animateur, mais pour autant, des mots, autant... J'avais lu aussi, bien sûr, des choses sur l'anorexie, la boulimie, etc. Mais les autres que tu as évoqués, alors là, je ne sais pas. Donc, peut-être une explication ? Oui, une explication. Ouais. Alors, allez-y. Oui. L'un l'autre, les deux ensemble. Alors, du coup, sur les ARFID, une explication sur les ARFID. Oui. Donc, c'est un trouble des conduites alimentaires qui a été mis en avant assez récemment. Finalement, c'était le dernier manuel diagnostic de psychiatrie, c'est 2013, je crois.
Et du coup, les ARFID, donc ça apparaît majoritairement chez l'enfant. Ça arrive donc quand même assez tôt, plutôt vers l'âge de 2-3 ans. Et ce sont des troubles restrictifs et sélectifs de l'alimentation, donc avec des jeunes enfants qui vont avoir une alimentation assez restreinte, assez sélective, en lien avec, alors il y a plusieurs modalités possibles, mais c'est assez complexe, les ARFID, mais du coup en lien avec soit des difficultés vis-à-vis des odeurs, des couleurs, des textures des aliments, donc qui se rapprochent un petit peu du spectre un peu autistique dans ce domaine-là. Ça peut être aussi avec des peurs de fausses routes ou de douleurs digestives. Il y a aussi beaucoup ces éléments-là. Et j'en ai oublié un. Non, c'était les fausses routes. Et le troisième, c'était les douleurs digestives, je crois. Donc voilà, il y a différentes possibilités qui font que l'enfant va se restreindre au niveau alimentaire et va casser sa courbe de croissance, souvent, en tout cas, avoir des conséquences de carence, de dénutrition. Et à la différence de l'anorexie mentale, et c'est ça qui est important effectivement avec l'ARFID, c'est qu'on n'a pas du tout de volonté de perte de poids, pas du tout de préoccupation corporelle. L'enfant ne cherche pas à perdre du poids ou à manger moins pour modifier son apparence. C'est vraiment une sélectivité de l'alimentation avec souvent un désintérêt de l'alimentation. Ça, je l'ai pas rajouté, mais c'est un des points quand même assez importants dans les ARFID. Il y a souvent un désintérêt de l'enfant pour l'alimentation. Et alors là, effectivement, c'est noté, enfin, mais c'est quelque chose de vu récemment, enfin de découvert récemment, quelque chose qui n'existait pas auparavant ou qui n'avait pas été analysé, non ? Si, je pense que ça existait déjà Toujours auparavant, mais c'était classé. En fait, avant, il y avait des troubles alimentaires non spécifiés dans lesquels on regroupait énormément de pathologies différentes. Et aujourd'hui, on a distingué les ARFID et on a mis aussi en dehors de ce groupe-là l'hyperphagie boulimique, qui finalement est le trouble alimentaire le plus fréquent des 3 entités principales et qui était mis dans les non spécifiés initialement avant 2013. Aujourd'hui, c'est une catégorie à part entière et une catégorie qui est très importante. D'accord. Et ces troubles, justement, est-ce qu'on peut faire un état des lieux ? Est-ce qu'il y en a de plus en plus ? Est-ce que quels sont les profils des personnes touchées par ces troubles alimentaires ? Et puis parler, parce que tout à l'heure on m'a posé la question des aspects liés à la mortalité à cause de ces troubles. On peut avoir une approche un peu, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on est un pays où les troubles des comportements alimentaires sont plus, des conduites alimentaires, sont plus fréquents ? Est-ce que vous avez, une approche ? Le constat qu'on a fait dans les consultations, c'est que depuis le Covid, on a une accélération. Ouais. Voilà, ça c'est clairement établi depuis le Covid. Nous, sur le CHU, on a pris plus de 25% de consultations d'une manière générale. Après, ce qui est un peu particulier à savoir, est-ce qu'il y a plus la prévalence, elle a légèrement augmenté. J'ai pas les chiffres en tête, je suis OK avec ça, mais j'ai pas les chiffres en tête. Ce que je remarque plutôt, c'est que parce qu'on en parle beaucoup plus, c'est en fait ce qu'on a eu l'effet Lady Diana à l'époque, c'est que quand elle avait annoncé qu'elle était boulimique vomisseuse, du coup, il y a eu un taux de consultation qui a explosé aussi. Donc je pense qu'on est un peu dans cette dynamique où, en effet, aujourd'hui, les réseaux sociaux s'emparent énormément de ces problématiques-là, tout le monde en parle. Donc du coup, on a certainement beaucoup plus de consultations qui apparaissent avec ces problématiques. Maintenant, est-ce qu'il y a toujours un TCA ? Ça, c'est à l'appréciation de tout le monde, des spécialistes, pour pouvoir dire est-ce qu'il y a un TCA ou pas. Mais je crois que la prévalence, elle a légèrement augmenté, mais je n'ai pas les chiffres en tête. Oui, il y a une étude qui a été publiée récemment par l'équipe de Rouen qui reprenait un petit peu l'épidémio aussi. Et effectivement, ils mettaient en avant une augmentation du nombre de consultations pour les troubles alimentaires. Une augmentation légère aussi de la prévalence, mais ce n'est pas forcément le nombre de troubles alimentaires qui a augmenté. C'est plus le nombre de personnes qui va se reconnaître et aller consulter et demander de l'aide par rapport à ça. Donc on libère la parole et effectivement c'est assez logique du coup et c'est plutôt bien. Ce qui mettait en avant aussi et qui moi je trouve hyper intéressant à avoir en tête, c'est que au-delà des troubles des conduites alimentaires, on parle aussi de désordre alimentaire un peu au sens large. Donc c'est quand on souffre pas forcément d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie boulimique, mais qu'on a quand même un rapport perturbé à l'alimentation qui fait souffrir à minima. On parle de désordre alimentaire et ça, l'étude mettait en avant qu'il y avait 17% de la population qui souffrait de désordre alimentaire. Donc 20% de femmes, 15% d'hommes à peu près. Et c'est énorme, en fait. C'est vraiment un problème aujourd'hui de santé publique. Et on sait que ces désordres alimentaires, ils peuvent évoluer vers des troubles alimentaires. Donc c'est important de pouvoir
avoir ça en tête et pouvoir dépister précocement, parce que aussi on sait que plus on prend en charge tôt et plus l'évolution elle sera favorable. Alors vous, j'imagine qu'au quotidien, en tant que professionnel, vous êtes confronté, on l'a vu un tout petit peu avec Jean-Loup et Adélie tout à l'heure, à des idées reçues particulièrement féroces et particulièrement difficiles à combattre. Comment vous réagissez? Quelles sont les idées reçues auxquelles vous êtes confrontés au quotidien et qui vous ont amené justement peut-être à travailler à cette vulgarisation? Je crois que la pire des idées reçues, c'est croire qu'on va s'en sortir seul. C'est plutôt celle-là qui nous pose problème en consultation, parce que bien sûr, le patient ou la patiente est pris par quelque chose qui la dépasse obligatoirement, ou fait qu'il le dépasse. Vous avez compris, mais je ne fais pas de jugement sur les sexes, mais c'est que ça va dépasser. Et le patient est toujours dans cette idée qu'il va pouvoir s'en sortir seul. Et j'ai souvenir des premiers bouquins que j'ai lus sur les TCA. En fait, c'était un Anglais, il disait, mais attention, les gens vont toujours croire qu'ils vont pouvoir s'en sortir seuls, alors que ce ne sera pas le cas, ce sera plutôt, ils vont y arriver seuls uniquement si tous les professionnels de santé sont là pour lui permettre d'y arriver seul. Mais seul, on s'en sort difficilement de ces pathologies. Et ça, c'est une idée reçue qui reste encore présente et qui se valide, je trouve, et qu'il faut combattre le plus. Il faut sortir de cet isolement, hein, ça a été bien dit tout à l'heure, mais il faut vraiment sortir de l'isolement, consulter au plus vite, en effet, pour se donner les chances de s'en sortir. On parlait de mortalité dans ta question, il faut rappeler que c'est quand même la maladie psychiatrique qui tue le plus de jeunes adolescentes. Donc on est quand même face à des réalités de vie et de mort. Je pense qu'on n'a pas de temps. C'est un peu le problème avec... ça permettra un débat aussi, c'est toutes les stratégies de est-ce que j'attends la patience quand le patient est prêt. Moi, j'ai tendance à dire qu'on n'a pas tant de temps que ça, parce que vous savez, le temps de remonter un petit peu le poids, il faut parfois en ambulatoire 2 ans pour monter 5-6 kilos. Et pendant 2 ans, quand vous avez un corps qui est en pleine croissance, qui va manquer de tout, clairement, il y a des dégâts. Donc, je ne crois pas qu'on ait on n'a pas le temps, en fait, dans cette pathologie-là. C'est illusoire de croire qu'on a le temps. Qu'on a le temps, oui. Ouais, clairement. Alors, imaginez, vous avez un cancer, est-ce que vous dites, tiens, je vais attendre 6 mois de plus pour savoir si je prends mon traitement? Ça ne viendrait jamais à l'idée, quoi. Alors justement, est-ce que, c'est la question que j'allais vous poser, est-ce que pour vous deux, on sous-estime un peu la gravité aujourd'hui de ces troubles des conduites alimentaires? De notre côté, non. De votre côté, non. Du côté des professionnels. De votre côté, on a bien compris, effectivement que non. Mais est-ce que du côté des professionnels, finalement, il n'y aurait pas une absence de conscience de la gravité de ces troubles-là? Ou du côté des parents aussi, hein, je veux dire... C'est dur de répondre dans la place des collègues. Ouais, c'est pas simple, effectivement. Plutôt la pratique, toi tu vois en plus les situations chez Mouna, dans des situations catastrophiques, on est étroitement en lien avec chez eux, où on envoie des patientes à 10 d'IMC. Et on se dit à quel moment il n'y a pas eu une alerte avant. Et on est dans des situations plutôt tragiques à l'heure actuelle, où nous, à Montpellier, on avait quelques lits, et puis maintenant, on se retrouve avec 3 lits pour le Languedoc-Roussillon, pour vous rendre compte, sur Montpellier. Et avec des situations cliniques qui sont de plus en plus graves. Donc, du coup, en fait, on est toujours dans l'urgence et on est toujours, en fait, de nos côtés, à traiter de l'urgence avec, bien souvent, ce problème de personnes qui n'ont pas envie de s'en sortir. Donc, on se retrouve de plus en plus embolisés. On commence à réfléchir à prendre des décisions, qui on met en priorité, qui on ne met pas en priorité. Et là, on va rentrer clairement dans des questions éthiques dans quelques temps. Après, je pense que c'est... Enfin, je rajouterais peut-être... il ne faut pas non plus culpabiliser les soignants ou les familles par rapport à la difficulté de reconnaître la gravité ou même de reconnaître les symptômes, parce que c'est des maladies qui entraînent aussi un déni un peu global, familial. Des fois, ça entraîne aussi les soignants dans une forme de compliance un peu de la maladie et du symptôme, parce que c'est parce que c'est une maladie qui est très compliquée, parce que le patient il n'a pas forcément conscience de ce qui lui arrive et pas forcément envie de mobiliser quelque chose. Et c'est
potentiellement aussi ces éléments-là qui vont faire que on ne va pas mobiliser suffisamment tôt pour mettre en place des soins spécialisés. On ne va pas forcer le patient à aller consulter un spécialiste. On va peut-être pas interpeller suffisamment tôt, mais aussi parce que la situation fait que on ne se sent pas d'interpeller plus tôt. Mais effectivement, c'est le plus gros risque dans les troubles alimentaires aujourd'hui, c'est la chronicisation. La chronicisation du trouble, c'est ça qui va amener au surrisque de mortalité. Dans l'anorexie mentale, effectivement, c'est la maladie psychiatrique la plus mortelle. Les autres maladies, il y a énormément de complications aussi, à moyen terme, à long terme, que ce soit sur le plan physique, psychique, social. Enfin, ce sont des maladies qui ont des conséquences vraiment très importantes, très lourdes sur le long cours. D'ailleurs, dans les idées reçues, il y a la légitimité. Aussi, on a beaucoup de patientes qui ne se sentent pas légitimes de venir consulter.